Merci à vous d'avoir le courage d'affronter le challenge de la flexibilité énergétique. Écoutez, il est l'heure, je propose qu'on attaque. Pour vous faire honneur, merci à vous pour votre intérêt. Donc, je m'appelle Christophe Rodriguez, je suis directeur général adjoint à l'IFPEB, l'Institut français pour la performance du bâtiment. Et je vais aujourd'hui vous parler d'un challenge qu'on a co-construit avec RTE. Et donc je commence tout de suite par saluer notre ami Yannick Jacquemart, qui est directeur des nouvelles flexibilités pour le système électrique national, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui et donc qui m'a confié la lourde responsabilité de vous raconter l'histoire du système énergétique national à l'heure d'une crise tout à fait inédite. Donc je vais tenter de dire le moins de bêtises possible et vous serez juge de paix. Donc on va parler aujourd'hui d'un challenge qui s'appelle CubeFlex, sur lequel on a travaillé avec RTE depuis le début de l'année et qui vise à accélérer la mise en œuvre de flexibilité électrique sur le terrain, dans les bâtiments tertiaires, avec un contexte énergétique un peu inédit. Et on va commencer par se redire quelques mots du contexte, et puis aussi peut-être tout simplement se redire ça veut dire quoi la flexibilité électrique. Alors, quelques mots sur le contexte. Peut-être avez-vous vu passer à la télé le président d'RTE parler du dispositif EcoWatt, qui est la météo de la disponibilité du réseau électrique en temps réel. Et en fait, ce dispositif s'inscrit dans le cadre d'un plan de bataille qui a été construit par RTE et un certain nombre d'acteurs pour passer les prochains hivers. Alors, ça paraît un peu surprenant parce que c'est une situation totalement inédite, on n'a jamais eu trop cet enjeu-là. Mais pour être honnête avec vous, c'est un petit peu la loi de Murphy, donc je vais essayer de vous raconter la loi de Murphy qu'on traverse actuellement. Le point le plus important, c'est le point numéro 2, donc je vais commencer par là. On a un enjeu de disponibilité de notre parc nucléaire. Donc il ne vous aura pas échappé qu'on a quasiment un réacteur sur 2 qui est à l'arrêt pour des opérations de maintenance. Je crois que c'était largement traité par les médias grand public, donc je ne vais pas y revenir. Donc on a une situation, premier élément de la loi de Murphy assez inédite, où là où on s'appuie très largement sur la production nucléaire pour produire l'électricité, on n'aura pas l'intégralité de la puissance dispo pour l'hiver qui arrive. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que le système énergétique national est assez complexe, puisque le réseau de gaz naturel est totalement combiné avec la production d'électricité, puisqu'on a des centrales gaz en France qui servent notamment dans les moments où il y a des gros appels de puissance. Et comme on a un enjeu de rationnement du gaz lié à un contexte géopolitique international que vous connaissez tous, on a deuxième élément de la loi de Murphy, on n'aura probablement pas de gaz beaucoup pour faire tourner des cycles combinés pour produire l'électricité. On va probablement prioriser le chauffage des gens. Troisième élément de la loi de Murphy, il y a eu beaucoup de sécheresse pendant l'été, ce qui n'a pas favorisé le remplissage des stocks pour toute la production hydraulique. Et enfin, on a un fonctionnement du marché européen qui est dans une situation totalement critique. Tout ça pour dire que pour une fois, c'est l'une des premières fois depuis plus de 50 ans, on se pose la question de comment pourra-t-on éviter d'éventuelles coupures d'électricité, pas que pour cet hiver, pour les 3 à 4 prochains hivers. Donc RTE a réalisé des études tout à fait sérieuses, prospectives, qui ont été dévoilées mi-septembre, qui révèlent potentiellement, en fonction de pas mal de paramètres, dont le climat, des risques de coupure oscillant entre 0 et potentiellement 34, sachant que pour l'instant le climat est clément, donc on prend plutôt le chemin de 0, voire une dizaine si le climat devient un peu plus rigoureux. Alors du coup, comment on fait? Comment on s'organise pour que ça n'arrive pas? La première étape, RTE a screené très simplement les appels de puissance électrique au niveau national. Et là, vous retrouvez le zoom sur une journée classique. Pour tout vous dire, c'est une journée de février, je crois. Oui, c'est ça. C'est une journée de février en début d'année. Et là, vous allez voir que quand on analyse la courbe de charge au niveau national, ça révèle certaines choses qui sont un peu surprenantes. On constate tout d'abord que l'industrie, qui est souvent le premier secteur électro-intensif qu'on a envie de pointer du doigt quand il y a des histoires d'appels de puissance électrique, mais en fait c'est assez flat. C'est-à-dire que sur une journée type, là encore une fois on est en février du début de l'année, vous vous rendez compte que l'appel de puissance en industrie ne se préoccupe pas trop de est-ce qu'on est le matin, est-ce qu'on est le midi ou est-ce qu'on est le soir, il y a un appel de puissance qui est quasi constant sur la journée. Donc potentiellement si on voulait activer des leviers pour diminuer l'appel de puissance sur une journée, c'est pas forcément là où on va avoir le plus gros gisement. Et puis ensuite il y a le bleu qui est le résidentiel et juste au-dessus, vous allez avoir le transport, le tertiaire, et je dévoile tout, ce sera plus simple. Et ensuite, les pertes diverses et variées. Et là, on constate quelque chose, si vous prenez le bleu plus le vert, vous avez le résidentiel plus le tertiaire. Bon, sachant que dans le tertiaire, il y a beaucoup de choses, mais je vais faire une supra-simplification. On constate que le matin et le soir, en fin de journée, vers 18-20 heures, le secteur du bâtiment, au sens large, résidentiel plus tertiaire, c'est celui qui est le plus thermosensible. C'est-à-dire que c'est celui qui est le plus sensible au froid. Mais quand il fait froid, on a des appels de puissance très importants le matin et le soir.
En ordre de grandeur, il faut avoir en tête que là, on monte jusqu'à 95 gigawatts d'appel de puissance. On n'est pas en consommation, on est en puissance nette. Donc il y a des moments au niveau national où il y a 95 gigawatts qu'il faut produire. Et là, on l'a vu tout à l'heure, les centrales nucléaires, on en a une sur deux à l'arrêt. L'hydraulique un peu compliqué, le gaz un peu compliqué. Vous vous rappelez de la loi de Murphy qu'on a vue sur le premier slide. Et là, qu'est-ce qui nous marque? Le bâtiment, c'est à peu près 70% de l'appel de puissance. Je ne raisonne pas en consommation d'énergie. Je fais un zoom sur une journée, on est en plein hiver, il fait très froid. Et le secteur du bâtiment, c'est celui qui crée 70% de l'appel de puissance au niveau national, tertiaire plus résidentiel. Donc c'est tout à fait significatif. Et donc RTE a élaboré un plan d'action pour trouver des leviers qui vont permettre de soulager le plateau du matin, pour tout vous dire entre 8h et 13h, et le petit plateau du soir entre 18h et 20h. Retenez bien ces deux créneaux, puisque l'enjeu qui va nous arriver dans quelques slides, ça va être comment est-ce qu'on pourrait faire pour que tous les matins, entre 8h et 13h, et tous les soirs, entre 18h et 20h, on trouve des leviers pour soulager un petit peu le réseau national, encore une fois, l'enjeu étant que les hivers se passent au mieux. Et donc RTE a fait un plan de bataille et a fait des propositions de 3 actions majeures, qui embrassent évidemment la stratégie de communication du plan de sobriété. Quand on fait de la sobriété, on soulage le réseau. Et donc là, on voit 3 grands leviers d'action. Le premier et le deuxième, c'est le plan de sobriété. Le premier, c'est consommer moins. À partir du moment où vous diminuez votre consommation d'énergie, ça fait 40 ans qu'on parle de consommer moins, donc tout le monde connaît par cœur. Le meilleur kilowattheure, c'est celui qu'on ne consomme pas. À partir du moment où vous faites une économie d'énergie sur la journée, quel que soit le moment où vous la faites, de toute façon, quand on somme l'ensemble des appels de puissance de tout le monde, vous soulagez le réseau national. Donc continuons à diminuer à augmenter les économies d'énergie, et toutes les économies d'énergie qu'on a dans les plans de sobriété des uns et des autres, elles vont soulager le réseau national. C'est une bonne nouvelle. On est déjà, c'est la prose de Monsieur Jourdain, on est déjà en train de soulager le réseau électrique national quand on fait des actions de maîtrise de l'énergie. Première information. Deuxième action, qui devient un peu plus exotique, on parle de consommer mieux. En l'occurrence, consommer régulièrement au meilleur moment. Donc là, l'enjeu va être de trouver des nouvelles routines. Comment je pourrais faire pour qu'entre 8h et 13h, entre 18h et 20h, en hiver, en automne, j'ai une nouvelle routine de fonctionnement, soit automatique, automatisée, soit liée aux usages, qui déplace le moment où j'appelle ma puissance. Et là, j'ai encore une bonne nouvelle, ça fait très longtemps qu'on le fait. Qui ne fait pas tourner sa machine à laver la nuit? Qui n'a pas un ballon d'eau chaude avec une horloge où on entend un petit bruit le soir vers 22h30? Enfin, ça dépend des uns et des autres. Donc on a déjà développé ce type de routine. Pour mémoire, le ballon qu'on a la plupart chez nous, qui s'allume la nuit, ça permet de lisser l'appel de puissance pendant la nuit. Donc ça permet d'avoir une courbe de charge qui est plus sympathique pour notre production qui est très dépendante du nucléaire. Donc ça, c'est le deuxième enjeu, ça devient un peu plus sophistiqué. On a un challenge collectif de trouver des leviers pour apprendre à décaler le moment où on va appeler la puissance électrique. Et puis le troisième, c'est c'est celui où on espère que ça n'arrive jamais, c'est le fameux signal EcoWatt. EcoWatt, c'est quoi? C'est la météo de la disponibilité du réseau électrique. 3 jours avant, il y a un site internet et maintenant il y a une application où vous allez avoir l'information 3 jours avant qu'on est soit en EcoWatt orange, ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri de devoir faire des coupures, soit en EcoWatt rouge, ça veut dire qu'on est en train de faire une coupure ou qu'on va faire des coupures. Au cas où vous posiez la question, on parle de coupures tournantes de 2 heures, donc c'est des coupures sur des postes HTA, donc on ne sait pas exactement qui on coupe, on fait une coupure pendant 2 heures, les gens vont être prévenus à l'avance, mais on aura des coupures tournantes de 2 heures. 2 heures, encore une fois, tout est relatif, en fonction de l'activité qu'on a, ça peut être critico-critique ou ça peut être totalement indolore. Le plan de bataille, c'est que ça n'arrive jamais. Et ce que j'avais dit en préambule, je vous le repartage. Aujourd'hui, la trajectoire qu'on prend, j'ai vérifié mes sources juste avant d'entrer dans la salle, on est sur une trajectoire entre 0 coupure et une dizaine. Encore une fois, l'enjeu majeur va être le climat. D'ici fin d'année, a priori jusqu'à Noël, pour l'instant, ça a l'air de bien se dérouler. Voilà, j'en profite pour vous dévoiler les nouvelles du front. Donc en gros, consommez moins, consommez mieux, et si vraiment il y a un signal EcoWatt, là peut-être ressusciter la journée du pull rigolo qu'on faisait à Noël, là peut-être qu'elle ne tombera pas à Noël, puisque les coupures peuvent arriver n'importe quand pendant l'hiver. Donc là on arrive tous en pull, on coupe tout, et puis ça permet de soulager le réseau et d'éviter les fameuses 2 heures de coupure. Voilà le plan de bataille, et donc maintenant une fois qu'on a dit ça, maintenant il faut passer à l'action. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire ruisseler toutes ces nouvelles façons de faire sur le terrain très vite, puisque l'hiver, on a déjà un pied dedans évidemment. Donc RTE a fait des études prospectives, et là je vous partage des éléments de pédagogie qui sont disponibles, et vous retrouverez le lien. Et donc on voit en fonction des plages horaires, il y a différents leviers qui sont activables. Je ne rentre pas dans le détail volontairement, je vais vous en reparler par la suite, mais par exemple, dans les actions de MDE, on sait qu'on va pouvoir travailler sur
du relamping. Et si on bascule en LED, on peut diviser par 2 l'appel de puissance. Et puis pour consommer au meilleur moment, on va peut-être pouvoir faire des relances de chauffage un peu plus tôt dans la nuit. Voilà, si je relance un peu, je peux peut-être diminuer la consigne et après travailler sur les tunnels de confort pour diminuer l'appel de puissance électrique, si on est sur un vecteur électrique. Puis de manière générale, il y a une panoplie de leviers d'action où le plus facile, c'est quand même de les mettre dans un PowerPoint. Et puis une fois qu'on est dans le bâtiment, ça devient beaucoup plus dur à faire. Et c'est tout l'enjeu du challenge CubeFlex que je vous présente aujourd'hui. C'est une des actions sur lesquelles RTE compte pour catalyser et accélérer les démarches de mise en œuvre opérationnelle de toutes ces actions qui vont contribuer à sécuriser l'approvisionnement électrique de cet hiver et des hivers prochains. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, il y a plein de chiffres sur cette slide, je n'en assume pas la paternité. Mais je vais juste vous partager 2 chiffres importants à avoir à l'esprit. Ayez en tête qu'aujourd'hui, si on zoome uniquement sur le tertiaire, où on a une intuition partagée avec RTE que dans le secteur du tertiaire, on a plein de gens qui sont capables de mettre en place des plans d'action très concréto-concrets très rapidement. Donc imaginons que ces plans d'action se mettent en place côté entreprise. Ayez en tête qu'on estime que potentiellement à l'hiver prochain, il y a un gisement de 2 gigawatts. Vous vous rappelez tout à l'heure l'appel de puissance, on montait à 95 gigawatts. Donc en activant consommer moins, consommer mieux, anticiper le signal écowatt, voire répondre présent le jour écowatt avec la fameuse journée du pull, il y a d'autres choses que la journée du pull, on parle d'un potentiel gisement de 2 gigawatts tout de suite maintenant. Donc c'est loin d'être neutre. 2 gigawatts, c'est presque 2 centrales nucléaires. Et là, je parle de consommer moins, consommer mieux. Voilà, je ne parle pas de capex lourd, d'investissement significatif. Si on se projette à l'hiver prochain, parce que la situation qu'on vit, elle est susceptible de durer 2 à 3 hivers, voire peut-être plus, je ne suis pas médium, on considère, on a fait des études notamment avec RTE, avec le GIMELEC, avec un certain nombre de parties prenantes, qu'on pourrait monter à 10 gigawatts. 10 gigawatts de flex. Pourquoi on parle de flex? Parce qu'en fait, on va créer un potentiel du bâtiment à maîtriser le moment où il appelle sa puissance. Quelque part, chaque bâtiment va contribuer à un effort national pour passer les quelques journées difficiles. Encore une fois, les coupures, on parle entre 0 et 10 jours. Donc c'est assez faible, mais c'est quand même particulièrement problématique. Donc on essaye de s'organiser pour éviter ça. Et l'enjeu, ce serait de créer des nouveaux modes de collaboration, de gestion, de régulation qui permettraient, le cas échéant, d'effacer 2 gigawatts, les décaler, les déplacer, ou 10 gigawatts, encore une fois, si on arrive à automatiser beaucoup de choses, peut-être qu'un jour on aura des GTB qui sauront lire en direct le signal écowatt orange, écowatt rouge, il y a déjà des propositions de ce type sur le marché, on pourrait monter à 10 gigawatts. Vous vous rendez compte, c'est 10 centrales nucléaires. Et là, encore une fois, on parle de soulagement ponctuel les journées où il fait très froid. Le secteur du bâtiment étant très thermosensible. Et là, comme vous le voyez, si Yannick Jacquemart était là, il dirait « et on compte sur le concours CubeFlex pour être un endroit où on passe le plus vite possible à l'action et puis on voit ce qui est faisable. Que peut-on faire ?» Et donc, je vais vous présenter à présent le concours CubeFlex. Ce concours s'inscrit dans le cadre d'un championnat de France des économies d'énergie, qui est une idée un peu folle que nous avons eue à l'IFPEB il y a une dizaine d'années. On a fait le pari de faire de la sobriété, on n'a jamais autant parlé de sobriété, un sport national. Parce qu'on se disait, en fait, quand on fait des économies d'énergie, on transpire, c'est un travail d'équipe, ça nous rappelait un peu le sport. Bref, cette saison du concours plus tard, on se rend compte que finalement la formule fonctionne, puisque les bâtiments qui ont joué à Cube, au l'ensemble des concours du championnat de France, font en moyenne 10 à 15% d'économie. Comment ça marche, le championnat de France des économies d'énergie? Tout bâtiment tertiaire, à partir du moment où vous avez un compteur, vous pouvez vous inscrire, que vous soyez propriétaire, exploitant, utilisateur. Dès qu'il y a un compteur quelque part, vous pouvez jouer. Donc normalement, tout le monde a un compteur, j'espère. Le principe est le suivant, on se donne 1 an pour créer un effet coup de poing, on va activer tous les leviers possibles et imaginables de sobriété. En gros, on est vraiment sur des actions avec des temps de retour très intéressants. L'idée, c'est d'aller chercher toutes les actions qui sont là, qui sont un peu dormantes et qui sont susceptibles de générer de l'impact et de l'économie d'énergie. Donc ce challenge-là, c'est vraiment une démarche de gamification. Qu'est-ce qu'il vise à faire? Il vise à se poser la question de quand on travaille en équipe et qu'on se serre les coudes, qu'est-ce qu'on peut faire qu'on aurait pu faire depuis toujours et qu'on n'a jamais fait? Donc c'est vraiment ça, la magie, l'effet du concours, l'effet de ce challenge, c'est de créer cette espèce d'accélération de la mise en pratique opérationnelle de trucs qu'on voit dans les PowerPoint depuis très longtemps. J'ai rien contre les PowerPoint, vous avez compris. C'est vrai que c'est quand même mieux si à la fin le compteur est d'accord avec ce qu'on a raconté. Depuis qu'on anime le concours, ça fait à peu près 7 saisons à présent, on s'est rendu compte que les gens faisaient en moyenne entre 10 et 15% d'économie d'énergie grâce au challenge. Et en fait, grâce à eux. Et à la fin de l'année, on va les auditer, on discute avec eux, ils nous racontent une histoire, ils nous racontent comment ils ont fait pour faire des économies d'énergie. Ils nous racontent tout le temps la même chose. On a trois leviers d'action qui reviennent sans cesse. Le premier, c'est des actions sur les usages. Les utilisateurs vont modifier leur comportement parce qu'ils ont envie de gagner le concours. Voilà. Et donc d'un seul coup, on fait tout un tas d'actions qui permettent petit à petit de faire des économies. Le deuxième levier d'action, c'est du réglage.
Et là, d'un seul coup, il y a certains bâtiments qui découvrent qu'ils ont des GTB incroyables, qui dormaient, qui avaient coûté très cher et qui ont été désoptimisés dans la vie du bâtiment parce qu'on n'a pas le temps. Parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas le temps. Voilà. Donc on les re-règle et ça va faire des économies d'énergie. Et le troisième bouquet, c'est le plus sympa, c'est des actions où les gens n'arrivaient pas à dealer des trucs. Ça fait longtemps qu'on se dit qu'on voudrait chauffer à 19. Oui, mais si tu veux qu'on mette 19, commence déjà par régler le luminaire qui déconne à l'entrée, puis après, moi, je voudrais bien mettre 19, et on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et ça, c'est un enjeu important. Notamment dans le plan de sobriété, on n'a jamais autant parlé de mettre le chauffage à 19. Je ne sais pas qui a le chauffage à 19 ici, mais c'est très dur de dealer 19, de se mettre d'accord. Et donc le concours a cet effet de créer un cadre ludique par la gamification. On va se mettre d'accord plus vite, parce qu'on est une équipe et on a envie de gagner le concours. Donc voilà la démarche et voilà l'effet qui est recherché dans ce challenge. Au cœur de la mesure de performance réelle, puisque tous les mois, on se met autour de la table et le juge de paix du concours, c'est la performance réelle, puisqu'à l'IFPEB, on a une plateforme, on récupère les consommations, on est homologué Enedis GRDF, les gens nous font remonter leurs consos. Et la seule façon de gagner le concours, c'est vraiment de faire des économies, ce n'est pas un concours de beauté. La seule chose qui marche, c'est les économies au compteur. Et donc l'idée du challenge CubeFlex, c'est de créer un nouveau challenge dans notre championnat de France où tout le monde peut y jouer. Le challenge Cube historique, c'est consommer moins. CubeFlex, ça va être consommer mieux. Le principe est le suivant, tous les jours, en hiver et en automne, on va calculer l'économie d'énergie qui a été générée par chacun des candidats entre 8h et 13h et 18h et 20h. Bon là, vous l'avez compris, on est vraiment dans... On va essayer de mesurer les plans d'action des gens, parce que tout le monde a fait des plans d'action, donc là on va mesurer l'impact des plans d'action sur le terrain. On mesure une économie d'énergie sur une plage temporelle, et donc on ne s'intéresse pas à la puissance instantanée minute par minute, enfin en tout cas point 10 minutes par point 10 minutes, tout simplement parce que ce qui compte c'est l'agglomérat d'appel de puissance de tout le monde. Donc à chaque fois que vous faites 1 kWh sur ces plages horaires, 1 kWh d'économie électrique, vous aidez le réseau au niveau national. C'est ça qu'il faut retenir. C'est pas la peine de trop intellectualiser. 1 kWh économisé sur ces plages temporelles, ça va nous permettre de sécuriser l'approvisionnement électrique pour l'hiver prochain. Et donc nous, on crée cet effet ludique que je viens de vous raconter dans le championnat de France, on mesure, et puis tous les mois on se met autour d'une table, et puis on voit qui a fait le plus d'économies sur ces plages-là. C'est ça le challenge CubeFlex, auquel je vous invite d'ailleurs à vous inscrire aujourd'hui, car si vous avez un compteur, vous pouvez vous inscrire, vous l'avez en tête. Qu'est-ce qu'on valorise? Comment on fait pour gagner CubeFlex? On consomme moins, on consomme au meilleur moment, et puis on anticipe une réponse au signal EcoWatt, sachant qu'on croise les doigts pour que ça n'arrive jamais. Voilà. Sachez que si d'aventure ça arrivait, il y aura une mention spéciale, on fera un zoom sur les journées EcoWatt et on verra qui a réussi à diminuer le plus ses appels de puissance électrique. Encore une fois, l'idée du challenge, c'est d'amener de la gamification dans un sujet où se mettre d'accord et mettre en œuvre sur le terrain les actions concrètes qui ont été définies, c'est jamais si facile que ça. Donc c'est ça vraiment l'idée de ce challenge, c'est de rendre ludique et sympathique quelque chose qui n'est pas forcément facile à faire. Si vous inscrivez au challenge CubeFlex, vous accédez à un kit candidat avec des éléments pédagogiques qui racontent tout ce que je viens de vous raconter, en sûrement beaucoup mieux. Vous accédez aussi à une fiche qui a été élaborée avec l'AICN, qui est l'Alliance des acteurs de l'immobilier pour la convergence numérique, qui a été co-construite avec un certain nombre d'acteurs dans lesquels on va vous aider à bâtir des plans d'action. Donc on a recensé toutes les actions possibles et imaginables qui permettent de consommer moins, consommer mieux, anticiper la réponse au signal EcoWatt. Vous retrouverez aussi dans le kit candidat tout un tas de fiches de communication que RTE a mises en œuvre, qui sont incroyablement bien faites, qui visent à vous aider à animer le challenge dans vos organisations propres et dans vos entreprises. Et on a aussi travaillé avec le cabinet LLC Associé, qui est un cabinet d'avocats, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disaient « oui, mais le problème c'est que si on veut mettre 19 ou si on veut décaler ci, décaler ça, on va devoir discuter avec les IRP, les instances représentatives du personnel, où il y a potentiellement des enjeux juridiques. Est-ce que j'ai vraiment le droit de faire ça ?» Donc on a fait un document assez synthétique dans lequel on recense en fonction de chaque action technique quel est le cadre juridico-réglementaire, est-ce qu'on a le droit de le faire facilement ou est-ce que ça mérite de se mettre d'accord. Bref, une sorte de boîte à outils qui va vous aider à passer à l'action. Ensuite, vous rentrez dans un programme d'animation. Le top départ est au 1er janvier 2023. Vous pouvez encore vous inscrire si vous le souhaitez. Et là, c'est assez simple. On mesure, on regarde qui fait des économies. Et ceux qui font des économies viennent raconter aux autres comment ils ont fait. Donc l'ADN, c'est quand même de raconter aux autres comment on a fait. Bon, après, il y en a qui gardent un peu leur secret jusqu'à la fin. Et puis quand ils ont gagné, ils le dévoilent quand même. C'est l'ADN de la démarche. Vous l'avez très bien compris. Et là, une question peut-être que vous vous posez. OK, mais qu'est-ce qu'on gagne ? Parce que c'est un challenge quand même, donc la question va tomber tôt ou tard, est-ce qu'on gagne un prix, un énorme chèque, etc. Et non, vous ne gagnez pas d'énormes chèques. Bon, déjà, vous contribuez à sauver l'hiver prochain quand même, c'est pas mal. Mais il y a une logique de podium, donc on est vraiment sur une récompense des équipes, puisque c'est les équipes qui ont mis en œuvre des actions d'économie d'énergie, et là de flexibilité en l'occurrence. Donc il y a une logique de podium par catégorie de bâtiments, on va voir qui a fait le plus d'économies sur la période considérée. Il y a un système de bouclier, rappelez-vous la métaphore du sport, donc ceux qui ont fait le plus de mégawattheures sur les heures de pointe, eux ils gagnent un bouclier, donc c'est pour inciter
des gens gestionnaires de parcs, par exemple, à mettre le maximum de bâtiments, ou les bâtiments qui sont les plus énergivores. Et puis enfin, il y a une mention spéciale écowatt, on touche du bois, j'en touche à travers ma chaussure. Si d'aventure il y avait un écowatt orange ou un écowatt rouge, on fera un zoom sur les journées critiques pour récompenser les gens qui ont fait le plus d'économies. Donc c'est ça la logique de Cubeflex, c'est pas d'avoir un gros chèque à la fin, c'est plutôt de mettre en visibilité les meilleurs praticiens, et puis de saluer les équipes, parce que les gens qui bossent, c'est vraiment les gens dans les bâtiments, donc c'est eux qu'on veut mettre en visibilité et qui viennent nous raconter comment ils ont fait pour y arriver. Et puis la deuxième chose, ça peut aussi faire du bien à un portefeuille. Il faut avoir à l'esprit qu'on a commencé à mettre en œuvre le challenge Cubeflex sur quelques bâtiments pilotes, et on se rend compte qu'assez souvent, il y a des optimisations de puissance souscrite qui font gagner de l'argent. Point numéro 1. Donc ce n'est pas une promesse que je vous fais, mais en tout cas, ça aide à mieux comprendre comment on achète l'énergie. 2, on se rend compte que les gens ne comprennent pas toujours bien tous les mécanismes qui existent. Et c'est normal, c'est super compliqué. D'ailleurs, je ne sais même pas si je suis capable de vous expliquer cette slide qui devait être expliquée par RTE. Juste pour dire que sachez qu'il existe des possibilités d'agréger des capacités d'effacement sur différents marchés. Puissance énergie, on passe par un tiers qui s'appelle un agrégateur, et ça va permettre de gagner de l'argent en contribuant à différents marchés qui existent pour soulager le réseau sur une journée, sur une semaine, sur le mois, sur l'année ou sur l'hiver lorsqu'il y a des risques de coupure. Donc il y a déjà des mécanismes qui existent et qui sont assez méconnus du grand public et même des entreprises. Et donc il y a possibilité d'aller chercher un petit peu d'argent. Donc en rentrant dans ce challenge, nous en tout cas on vous fait la promesse d'essayer de vous amener au meilleur niveau de connaissance de qu'est-ce qui existe comme dispositif actuel qui peut permettre peut-être de gagner quelques euros. Et puis la troisième chose, bon, on vit une situation assez dingue d'un point de vue énergétique. Je ne sais pas si elle sera pérenne ou pas. Bon, en tout cas, pour l'instant, on a l'impression que les 2, 3, 4 prochains hivers, il y aura quelques sujets. Mais ayez en tête que tout le monde travaille à des offres innovantes pour acheter l'énergie de façon dynamique. En l'occurrence, on parle d'effacement indissociable de l'offre de fourniture. C'est le jargonnage du secteur de l'énergie. Et RTE a récemment lancé un appel d'offres qui vise à faire émerger des offres extrêmement innovantes de fourniture d'énergie. Les plus anciens d'entre nous diront « comme le JP ». Oui, comme le JP. Sauf que là, l'idée, c'est pas d'allumer une chaudière gaz en parallèle pour bénéficier de l'EJP. L'idée, ça va être de trouver des effacements qu'on appelle verts. C'est-à-dire comment je fais pour, en travaillant sur mes usages, en consommer moins, en consommer mieux. Comment je fais justement pour pouvoir soulager le réseau quand il y a besoin du réseau. Je ne rentre pas plus dans le détail, tout ça pour dire qu'en rentrant dans le challenge Cubeflex, la promesse qu'on peut vous faire, c'est que, 1, on va bien s'amuser, parce que c'est quand même un jeu, puis 2, on essaye d'être au meilleur niveau de connaissance de ce qui est possible sur le terrain pour vraiment mettre en œuvre des plans d'action qu'on est tous en train d'essayer de co-construire pour consommer moins d'énergie et puis consommer mieux. Pour votre information, on a déjà pas mal d'acteurs qui se sont intéressés au challenge, on a pu faire des tests, notamment on s'est amusé à faire des challenges, des faux éco-watts rouges. On prévenait les gens un peu plus que 3 jours en avance qu'il allait avoir un éco-watt rouge, et puis on a vu ce qui s'est passé, on a fait des mesures. Donc je ne peux pas vous dévoiler les résultats, mais on a été assez bluffé par les résultats atteints par les différents interlocuteurs. Donc là, vous retrouvez une panoplie d'acteurs qui se sont d'ores et déjà engagés dans le challenge Cubeflex. Donc vous voyez qu'il y a des acteurs privés, des acteurs publics. Encore une fois, à partir du moment où vous avez un compteur, n'hésitez pas à venir jouer avec nous. Les inscriptions sont ouvertes. Vous êtes les bienvenus dans cette aventure et on attaque la fin des inscriptions est fin décembre 2022 et le concours part au 1er janvier 2023. Merci pour votre attention, j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Oui? Le challenge s'adresse uniquement à des bâtiments complets, parce que je pense à l'espace de coworking que je fréquente, où pour le coup, pour l'animation de la communauté et diffuser l'efficience énergétique, ça pourrait être une bonne idée, mais j'ai l'impression que c'est pas tout à fait adapté. Je me trompe? Non, en fait, nous sommes totalement ouverts. À partir du moment où vous avez un compteur, vous pouvez jouer. Ensuite, il y a une logique de podium. Sachant que plus vous agglomérez des consommations et plus vous avez de la thermosensibilité, plus c'est facile de faire des économies d'énergie. Mais chaque année, depuis l'origine du concours, on a des occupants qui disent « Moi, je suis au 4e étage d'une tour et j'aimerais bien jouer », et ils viennent jouer. Et ils mettent les consommations dont ils ont connaissance. Et ça, c'est pas un problème. Après, on le gère par podium, donc on essaie de comparer des choses comparables. Et donc, dans les logiques de podium, on va isoler des gens qui se sont inscrits sur un périmètre et des gens qui sont inscrits sur un autre périmètre. Mais dès que vous avez un compteur, vous êtes les bienvenus. Ce qui compte, c'est de se mettre en mouvement. Et voilà. Donc on a très souvent des utilisateurs qui disent « Moi, je suis au 4e étage » et ils sont les bienvenus.
Les scénarios qui ont été faits par RTE pour les investissements futurs dans l'énergie. Donc tous les scénarios sont basés sur une hypothèse de réduction et de sobriété de moins 40% pour la partie électrique. Donc je voulais savoir juste le parallèle, mais il est un peu... Là, vous nous avez parlé effectivement pour le bâtiment d'un gain de 2 centrales nucléaires, 2 mégawatts. Voilà, je me dis, les moins 40 et comparé aux 2 mégawatts qu'on peut espérer, voilà, c'est un sujet un petit peu différent du challenge, hein, je suis bien d'accord. Hein. Ouais. Du coup, je vais tenter de faire une réponse la moins fausse possible. En fait, il y a vraiment deux sujets. Il y a diminuer notre consommation d'énergie. Donc là, on est vraiment sur du consommer moins. Et après, il y a l'autre sujet de quand on est en hiver et qu'il fait très froid, il y a des moments où, si on ne fait pas l'effort, ça va peut-être couper. C'est deux sujets très différents. D'un côté, on est sur une plage à l'échelle de l'année, 10 ans, 20 ans, 30 ans, on essaie de diminuer notre consommation d'énergie. Et puis de l'autre côté, on a le contexte de cet hiver où il va y avoir des jours où il faut serrer la ceinture. Voilà. Ça, c'est le premier élément de réponse. Donc il y a vraiment les deux enjeux, consommer moins et consommer mieux. Deuxième élément de réponse, si ma mémoire est bonne, et j'espère ne pas dire de bêtises, dans les scénarios de RTE, Futur énergétique 2050, l'une des grandes hypothèses, c'est la diminution de consommation d'énergie, toute énergie confondue de 40% horizon 2050. Par contre, il y a une croissance de la consommation d'électricité de 30%. Et c'est tout l'enjeu, c'est-à-dire que la consommation d'énergie diminue, mais il se trouve qu'on a un mélange entre la chance et le talent, on a une électricité incroyablement décarbonée, donc on a une croissance assez forte des usages électriques pour plein de raisons différentes. Mais ça, c'est un autre sujet, puisque là, on est sur un scénario prospectif horizon 2050, et puis on est vraiment sur la logique de consommer moins. Quoi qu'il arrive, ayez en tête que l'enjeu qu'on a pour cet hiver, qu'on appelle la flex, c'est un enjeu qui nous invite à consommer mieux, c'est-à-dire qui nous invite à maîtriser le moment où on appelle la puissance. Et cet enjeu de flexibilité, on le retrouve aussi dans le Futur énergétique 2050 pour d'autres raisons. Quand on se projette horizon 2030, 2040, 2050, on a une forte croissance de l'électrification des usages, de plus en plus d'énergie intermittente. Donc pour des raisons différentes, on va aussi avoir des moments où on serait très heureux qu'il y ait des gens qui sachent, sur des plages horaires définies à des moments de l'année, soulager un petit peu le réseau. Mais ça, c'est pour des raisons différentes. Donc quoi qu'il arrive, ce qu'on est en train d'apprendre à faire pour l'hiver prochain, ça va nous être incroyablement utile pour réussir notre futur énergétique. J'espère avoir le mieux répondu possible à votre question. Voilà, si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus. Et après, pour toutes les questions relatives à RTE, on pourra les relayer, mais déjà, je vais peut-être me faire engueuler d'avoir raconté des bêtises. Donc, je vais essayer de limiter la casse. Merci à vous. Peut-être une petite dernière question. Je reviens sur le challenge. Ça représente combien de bâtiments, combien de mètres carrés, combien de kilowattheures, peut-être sur les 3 dernières éditions? Est-ce que c'est flat, ça augmente Oui, alors en fait, lorsqu'on a fait la première année du concours, on avait 70 bâtiments. Et l'année dernière, on a eu à peu près 1 millier de bâtiments, donc ça reste faible, hein, on n'a pas la prétention d'avoir un échantillon représentatif du parc national. Là, il se trouve que le contexte est à la sobriété et on a une très très forte croissance des bâtiments qui s'inscrivent au concours. Donc voilà, je ne saurais pas encore vous dire, mais l'année dernière on avait 1000, donc on espère avoir 2 à 3 fois plus pour la saison prochaine. La typologie des bâtiments, puisque vous disiez on essaye de comparer les choses comparables. Alors on a de tout, en fait on a des écoles, collèges, lycées, bureaux, hôpitaux, centres commerciaux, et en fait la philosophie est de dire, quand on a une sorte de super prix à gagner sur l'ensemble des typologies, où en fait on s'en fiche et il faut faire le max, et après les podiums, la logique est simple, quand vous avez par exemple un hôpital, on va le noyer dans le podium tertiaire, et si vous avez 10, 20 hôpitaux, je dis hôpital, c'est n'importe quoi, c'est la première idée qui me vient, à ce moment-là on met un podium hôpital, et on compare les hôpitaux entre eux. Voilà, bon, je dis ça parce qu'on me pose souvent la question, est-ce que je peux m'inscrire? Si vous avez un compteur, vous pouvez vous inscrire. Et puis après, si vous avez des copains qui viennent, c'est encore plus rigolo, on peut faire des podiums et vous tirez la bourre. Voilà. Merci.